Bonjour à tous. Comme promis, nous allons réaliser ici l'exercice 1 que vous avez dû faire en classe, où nous avions deux appuis, une poutre posée dessus, 4 forces, et on vous demandait de répondre à toutes ces questions. Dans cet exercice, je vais donc y aller un peu à ma sauce, sans suivre exactement l'ordre des questions, mais vous allez vous y retrouver assez facilement. Donc, qu'est-ce que je vais faire premièrement? C'est très important de toujours donner des noms à mes différentes forces, histoire de savoir m'y référer. Et donc ça, n'oubliez pas quand vous êtes à l'examen de bien noter les noms. Oui, on sait bien que P c'est souvent le poids, mais le noter sur le schéma, ça nous aide. Ensuite, on se demandait, mais tiens, j'ai deux appuis. Qu'est-ce que je vais faire avec ces appuis? L'appui à droite, c'est un appui rouleau, un appui mobile, un appui simple. C'est un appui qui va juste empêcher à ma poutre de s'enfoncer à travers le cylindre. Donc c'est un peu comme le sol. C'est une réaction qui va juste être perpendiculaire à la surface de contact. Ici, on voit que ma surface de contact, c'est la poutre, qui elle est tangentielle à mon cercle, mon appui. Et donc, je vais avoir une force qui vient ici, qui est perpendiculaire à la surface de contact. Cette force, je vais l'appeler la réaction à l'appui B. J'aurais pu aussi l'appeler N pour une réaction normale. Pour l'appui A, là j'ai un appui fixe. C'est-à-dire que j'ai une force qui va s'opposer, que je pourrais décomposer en une force verticale. Je vais appeler ça la réaction à l'appui A verticale. C'est-à-dire que ma poutre ne peut pas s'enfoncer, mais comme c'est aussi un appui fixe, ça va bloquer les composantes horizontales. Là, on peut choisir le sens dans lequel on met cette force. Ici, je vais la mettre comme ceci. Je vais appeler ça la réaction à l'appui A selon X. Alors quand je dis qu'on peut choisir, ça veut dire que pour l'instant, si je n'avais aucune idée, je pourrais la dessiner comme ceci. Et on verra bien à la fin, si je trouve une réponse qui est positive, c'est qu'elle était bien dessinée. Si je trouve une réponse qui est négative, c'est qu'en fait la flèche va dans l'autre sens, que la force est appliquée dans l'autre sens, et donc que l'appui fixe bloque un mouvement dans l'autre sens. Bien. Ici, vous voyez que je commence déjà à parler de X et Y. Parler de X et Y n'a pas beaucoup de sens tant que je n'ai pas défini un système d'axes. Et donc je vais définir mon système d'axes ici juste pour dire Y ce sera vertical, X sera horizontal, et je vais définir aussi un sens de rotation pour quand je ferai des moments de force en disant ceci est mon sens positif. Comme je le dis, vous pourriez aussi juste dire que Z est vers le haut, ça revient à la même chose. Donc là, j'ai fait la première étape de tout problème statique, j'ai dessiné les diverses forces agissant sur mon système. Deuxième étape, décomposer ces forces. Pour les décomposer, il me faut un système d'axes, je l'ai, parfait. Et donc maintenant, je vais décomposer ça selon X et Y. Alors, ici, moi, ce que je fais toujours, c'est garder le même point d'application. Hop. Ici, par exemple, f de y, s'il est mis ainsi, je dois avoir f de x ici. Donc attention, on ne va plus faire de décomposer comme ceci en triangle rectangle. On va bien garder cette idée du point d'application. Alors comme on l'avait vu, en fait, j'aurais pu décomposer ça ainsi aussi, hein, si je fais l'analogie avec F3, tant que j'ai un point d'application qui reste sur la ligne d'action de ma force. Pourquoi? Parce que c'est cette ligne qui est importante pour les moments de force. Et donc il faut absolument que tout mon graphique marche, peu importe ma décomposition, quand je ferai mes calculs de moment. Même si on doit décomposer sur la même ligne d'action, de mon côté, je me dis que, en soi, je préfère moi garder carrément le même point d'application, ça me semble plus clair. Mais ça, c'est plus une convention que je prends avec moi-même. Ici, j'ai F3X, et ici, j'ai F3Y. Reste à décomposer RB en une composante ici, RBY, et une composante ici, RBX.
Là, j'ai décomposé toutes mes forces. Maintenant, il faut que je trouve ces réactions aux appuis. Réaction à l'appui A, réaction à l'appui B. On va donc avancer et commencer par écrire des équations de la statique. Mettons le schéma dans un coin et écrivons maintenant mes équations de statique. Alors, premièrement, ici ça vous semble logique, on est dans le chapitre de statique, mais la première chose à se poser justement c'est est-ce un problème de statique? Si je regarde une pomme qui tombe, ce n'est pas un problème de statique a priori. Cette pomme elle est accélérée par la gravité. Si je regarde une voiture qui passe de 0 à 100 km/h, ce n'est pas un problème de statique. Si ma poutre ici était en train de glisser ou quoi, ce ne serait pas un problème de statique. Ici on s'attend, voilà, on vous dit la poutre elle est immobile. Quelles sont les réactions? On est donc bien en statique. Et donc être en statique, ça implique que la somme des forces est égale à 0 et que la somme des moments est égale à 0. Attention, c'est bien vectoriel. Du coup, comme c'est vectoriel, ça veut dire que la somme des composantes selon x est égale à 0 et que la somme des composantes selon y est égale à 0. Et z aussi, mais ici on a à 2 dimensions, donc je ne vais pas en parler. Ce que je pourrais donc faire, c'est dire, je vais regarder tout ce qui est selon x. Moi je vais écrire ça ainsi, selon x ou selon 1x, comme vous voulez. Selon l'axe x, qu'est-ce que j'ai? Et alors là maintenant je ne regarde que mes forces selon l'axe x. Quelles sont les forces que j'ai? Alors pour F1, je n'ai pas de composante selon x. J'ai donc F2x, F3x, RBX et RAX. Ça, ce sont les forces que j'ai selon x. Toutes les autres sont selon y. Alors attention de ne pas compter les choses en double. Si je parle de f de x, je ne dois plus parler de f2. Parce que f2, c'est f2x et f2y. Là, f2x, f3x, rbx, rax, ce sont des normes. Attention, cette fois-ci, ce ne sont plus les composantes, mais ce sont vraiment les normes des composantes. C'est-à-dire que ce sont des nombres positifs. Du coup, là j'ai des nombres positifs selon l'axe x, il me manque cette notion de sens. Est-ce que ça va vers la droite selon mon axe positif des x, comme j'ai dessiné ici, ou est-ce que ça va vers la gauche, à l'opposé? Regardons, f2x, il va vers la droite, donc c'est bien plus. f3x va vers la gauche, donc c'est moins. rbx va vers la gauche, c'est moins. rax, c'est nous qui l'avions choisi, on avait décidé ici que ce serait plus. Et ça, c'est égal à 0. Donc vous voyez ici que l'avantage de faire ceci, ça m'enlève un peu toute cette notion de vectoriel. Je fais juste une somme ou une différence de normes. Je prends tout selon x et les signes que je mets devant dépendent du sens de mes vecteurs, vers la droite, vers la gauche. Sens qui peut changer. Si j'avais décidé de mettre mon axe x vers la gauche, alors j'aurais eu tous les signes opposés. Ce qui n'aurait pas posé un problème. Si j'écris 5 moins x égale 0, alors j'ai x égale 5. C'est pareil, si j'écris moins 5 plus x, la bonne réponse c'est toujours x égale 5. Bien, maintenant qu'on a ça, on peut aller un peu plus loin. f de x, on voit que ça a un carré ici sur mon schéma. Et 1 carré, on peut lire plus haut que c'est 1 mètre ou 10 newtons. Alors on sait que f de x c'est une force, donc ça va être des newtons. Donc c'est l'échelle de newton qu'on va regarder. Donc ici j'ai 10. Je ne vais pas noter le newton, je le noterai à la fin. f3x, donc j'ai moins. Et on voit ici qu'elle fait aussi une longueur de 10 newtons. Moins 10. RBX. Alors RBX, si on lit mon schéma, ça ferait 10 newtons. Mais il faut se rappeler que ma force RBX ici, je l'ai dessinée complètement arbitrairement. Je ne peux pas lire mon schéma pour celle-là. Du coup, je vais juste garder, c'est RBX, je n'en sais pas plus. Et RAX, c'est RAX, égale 0. Donc si je résous, 10 moins 10, ça fait 0. Et je peux donc faire passer RBX de l'autre côté. En changeant de norme, il change de signe. Et j'ai ici ma première équation. RAX égale RBX.
Ceci, on peut le voir directement. En fait, si je regarde le schéma, qu'est-ce que j'ai comme force selon x? J'ai une force ici, je vais les translater R à x. J'ai une force ici, je vais faire une longueur inconnue. J'ai une force ici, f de x. J'ai une force ici, f3x. Et alors, on voit que ces deux forces-là s'annulent. Et donc, il me reste ici une force rbx. Mais on voit que cette force-là, comme elle va vers la gauche, c'est sûr, hein, vu que c'est un appui simple qui va venir pousser ici, comme ceci, j'aurai donc d'office ma composante vers la gauche. Bah, pour éviter que ma poutre ne bouge, mon appui fixe doit pousser dans l'autre sens. C'est ainsi que j'ai pu décider en fait comment aller ma flèche. Avec un peu d'expérience, on voit très vite ce qui se passe en statique. Si vous aviez eu un exercice plus compliqué, vous la mettez comme vous pensez, et comme je vous l'ai dit, si jamais R à X est négatif, c'est qu'elle a été mise dans le mauvais sens. Après X vient Y. Donc selon Y, qu'ai-je comme force? Selon Y, cette fois-ci, j'ai F1, j'ai f de y, alors attention, hein, donc pas f2, je emploie f de x ici et j'emploie f de y ici, ça c'est f2. J'aurai aussi f3y, j'aurai f4, j'aurai rby et j'aurai ray. Et ceci doit être égal à 0. Qu'en est-il des signes? Alors f1 il va vers le bas, or j'ai mis mon axe y ici vers le haut. Donc f1 est bien négatif. F2y va vers le bas aussi, négatif. F3y vers le bas aussi, négatif. F4 vers le bas aussi, négatif. RBY, ah bah il va vers le haut. Et RY aussi vers le haut. On remplace mes valeurs, donc F1, on voit que ça fait 2 carrés de haut. Et on a vu qu'un carré c'était 10 newtons, donc ça va faire 20 newtons. Donc ici j'ai moins 20. F2y donnera moins 30. F3y donnera moins 20. F4 donnera moins 40. Et puis j'ai ici mes inconnus, ceux que j'essaye de trouver. Si je réjoue ceci, là j'ai moins 50, moins 70, moins 110. Donc j'ai ici moins 110, plus RBY, plus RAY, égale 0. Ceci, c'est mon équation numéro 2. Combien ai-je d'inconnus pour l'instant? Pour l'instant, j'ai 4 inconnus. RAX, RBX, RBY, RAY. Donc on a ici mes 4 inconnus. 1, 2, 3, 4. J'ai 4 inconnus et 2 équations. Ça veut dire que pour l'instant, je ne sais pas m'en sortir. Rappelez-vous, pour y arriver, il faut toujours autant d'inconnus que d'équations. Donc ici, il me faut 4 équations. On va donc continuer. Alors pourquoi je parle de ces inconnus et de ces équations? Pour que vous vous rendiez compte que on n'est pas toujours obligé d'avancer, de faire selon x, selon y, puis là maintenant on va faire selon les moments de force. C'est qu'à un moment, on peut s'arrêter, on a tout ce qu'il faut. Mais ici on a un exercice avec beaucoup d'inconnus, donc il nous faudra beaucoup d'équations, beaucoup de contraintes à mettre en œuvre pour trouver comment faire. Du coup, là on vient de faire la statique, c'est la somme des forces égale 0. Et bien, la suite, c'est la somme des moments de force égale 0. Après, donc, on va faire que la somme des forces est égale à 0. En statique, la deuxième formule dit que la somme des moments de force doit être égale à 0. Encore une fois, c'est une somme vectorielle. On va pouvoir la projeter. Alors, ici, on pourrait la projeter techniquement selon l'axe Z. L'axe Z qui viendrait comme ceci et qui définirait en fait un sens de rotation qui est dans ce sens-ci. Maintenant, pour simplifier la vie, comme on travaillera toujours en 2 dimensions, on peut juste dire, voilà, je vais les décomposer selon un sens que je choisis, que je vais donner positif. Maintenant, attention, on tourne toujours autour d'un point. En fait, on tourne toujours autour d'un axe, mais comme on a 2 dimensions, on peut dire un point. Et donc, mes moments de force, je dois les considérer par rapport à un point. La question est, quel point? Si on est en dynamique, c'est-à-dire que quelque chose bouge, par exemple si je prends un verre et que je pousse,
ce vert, il va venir tourner ici par exemple. Et on voit que j'ai un point fixe. Ce point fixe, c'est mon point de rotation. C'est le point qui est fixe sous la rotation. Donc je cherche des points ici fixes. Mais en soi, je suis en statique. Statique, ça veut dire que ça reste comme c'est. Donc là, pour l'instant, c'est complètement immobile. Rien ne bouge, donc tous les points sont des points de rotation fixes. Si par rapport à rien on bouge. Je pourrais donc choisir le point A, ou le point B, ou ce point-ci, ou ce point-ci. Je pourrais faire mes équations de la somme des moments par rapport à n'importe quel point. Et bien ici, le point que je vais choisir, c'est le point A. Alors, je tiens à vous dire que ce point n'est pas choisi au hasard. Mais ce sera plus clair pour vous une fois qu'on aura un peu écrit les équations, de vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce point A. Commençons par un petit rappel. Je peux calculer mes moments de force grâce au bras de levier fois la force. Donc petit rappel, si j'ai un point P, une force F ici, je prolonge ma force et je viens chercher la distance qui est perpendiculaire entre ce point P et le prolongement de ma force. Cette distance perpendiculaire, c'est ce qu'on appelle le bras de levier. Et comme c'est perpendiculaire, c'est pour ça qu'il n'y a plus de sinus de l'angle ici. Sinus de 90 degrés, ça fait 1. Je vais donc employer cette technique pour trouver tout. Et les distances perpendiculaires, vous voyez que l'avantage d'avoir tout décomposé selon x et y, je ne vais avoir que ça, des distances perpendiculaires. Je ne vais pas devoir m'amuser à trouver ici une distance entre A et F2 qui soit perpendiculaire. Je pourrais aller chercher directement celle avec F de y ou celle avec F de x. C'est parti. Écrivons donc à présent la somme des moments de force selon mon sens de rotation positif par rapport au point A. Je vais prendre chaque force de gauche à droite. Donc premièrement, ma force F1 ici. Je la prolonge et je cherche la distance perpendiculaire. On voit que la distance est de 1 carré, c'est donc 1 mètre. Fois, donc ça c'est mon bras de levier, fois la force F1. Alors ça c'est très bien, j'ai projeté selon un sens de rotation. Maintenant la question c'est on va dans quel sens? Plus? Moins? Ben, regardons. Moi la technique que j'aime bien employer, c'est de se dire j'ai un bras de levier ainsi. Ça c'est mon axe. Je viens pousser avec une force de loi. Alors il n'y a pas de choix, imaginez que c'est une poignée de porte, ça veut dire que ça va tourner, ça va être poussé dans ce sens-ci. Et ça si on regarde, c'est le sens que j'ai défini comme positif. C'est donc plus ici. Mon sens de rotation est selon le sens positif. Très bien, on a fait F1. Maintenant, regardons RAX. RAX, il est ici. Si je prolonge cette force, on voit qu'on passe exactement sur le point A. Comme je passe sur le point A, ça veut dire que la distance sur le point A et le prolongement est de 0. Mon bras de levier vaut donc 0. Et donc j'ai plus 0 RAX. Et pareil pour RAY. En effet, RAY, si je le prolonge, on voit que je suis pile sur le point A. Et donc je n'ai pas de moment de force parce que j'ai un bras de levier nul. Continuons avec f de x et f de y. Alors f de x, il est ici. Je peux le prolonger. Et on voit encore une fois que A est sur cette ligne d'action de ma force. Et donc mon bras de levier vaut 0. Et f de y. F de y, je peux le prolonger. Ligne d'action de ma force. Et je vois qu'ici j'ai une distance de 2. Mon bras de levier est là. Donc j'ai un bras de levier de 2 fois la force, donc fois f de y. Attention, ici je ne vais pas considérer f2, puisque je l'ai déjà considéré avec f de y et f de x. Donc vous ne mélangez pas, ne comptez pas deux fois les forces avec f2 et f de x et f de y. Soit vous employez les composantes, soit la force de base. Dans quel sens est-ce que ça se fait tourner? J'avais donc un bras de levier comme ceci, et une force f2 qui vient pousser là. Ça veut dire que ça va avoir tendance ici à faire tourner mon objet comme ceci, ce qui est le sens opposé au sens défini, donc ça va être bien négatif. On avance.
je peux aller maintenant avec F3Y et F3X. Alors regardons F3X, si je prolonge F3X, je suis aligné avec A, et donc j'ai un bras de levier qui vaut 0. Pour F3Y, je prolonge ma force, toujours la même chose, et je trouve ici que j'ai un bras de levier de 4. Donc ça va être 4 F3Y. Encore une fois, il faut trouver le sens de ceci. Quel est mon sens? J'ai un bras de levier ainsi. Pardon. Une force qui vient pousser là. Et donc j'ai une rotation qui va contre mon sens défini positif. Donc j'ai un moins. Ok. On arrive à RBY. RBY, je peux aussi de nouveau prolonger cette force et calculer ici la distance perpendiculaire. On voit que ça fait 9 carrés. Et donc je vais avoir 9 RBY. Alors, encore une fois, j'ai un bras de levier, ainsi. J'ai une force qui pousse vers le haut. Et donc on voit que ça va avoir tendance à faire tourner mon bras de levier dans le sens qu'on avait défini. Positif. Du coup ici, c'est plus. Après RBY, on va faire RBX. Et là, soyez bien propre. N'essayez pas d'aller trop vite en vous disant bah, RAX c'était 0, F2X c'était 0, F3X c'était 0, donc tout sera 0. Non, non, non. Vu comme j'ai décomposé mon vecteur, si je prolonge ici RBX, on voit que je suis à une distance de 1, que j'ai un bras de levier de 1. Du coup, je peux écrire 1 fois RBX. Quel va être mon sens de rotation? Eh ben, j'ai un bras de levier vertical et une force RBX qui vient pousser ici. Ça va donc avoir tendance à faire tourner mon bras de levier ainsi. C'était le sens qu'on avait défini comme positif. Donc bien attention ici, n'inventez pas vos propres règles, X est toujours 0 et ça. Ça va dépendre de où sont placées vos forces, de où est placé votre point. Et vous voyez bien ici que c'est très différent si j'avais décomposé RBX en bas ou que si je l'avais décomposé ici, etc. C'est pour ça qu'on vous demande d'être très attentif à comment vous mettez vos forces. Il me reste donc F4 que je peux prolonger. Et cette fois-ci, on voit ici que j'ai 11 carrés pour le bras de levier. Donc j'ai 11 fois F4. Mon bras de levier est ainsi, ma force vient pousser comme ceci, ça va donc tourner dans ce sens-là, qui est le sens opposé au sens défini positif. Et ceci, ne surtout pas oublier le égal à 0. Si vous oubliez le égal à 0, ça ne veut plus du tout dire la même chose. Alors certains peuvent se dire, oui mais monsieur F1, on sait que ça vaut 20 newtons, j'aurais pu écrire une fois 20 directement plutôt que d'écrire une fois F1, et c'est vrai. Mais écrire comme ceci, ça vous permettra de vous relire beaucoup plus facilement. De faire tout de suite le lien entre les bras de levier et les forces. Plutôt que de se rappeler que le 20 c'était votre F1, plutôt que votre F3Y, vous n'avez rien pour vous rappeler ce qui était quoi si vous remplacez tout de suite par les valeurs numériques. Alors qu'ici, si vous faites une erreur, vous aurez plus facile à la trouver. Et pareil, nous si on regarde à l'examen, on voit que vous avez un résultat bizarre. Si on voit que cette ligne-ci est bonne, on pourra se rendre compte que la faute vient peut-être juste d'une erreur d'inattention en remplaçant les valeurs. Et donc séparez bien, voilà, le calcul des bras de levier, le calcul des forces, etc. Mais maintenant, justement, c'est ce qu'on va faire. On va regarder un peu les valeurs. Et donc, si je prends ici, une fois F1, F1 c'était ce vecteur-ci qui fait 2 carrés. C'est une force, donc ça va être 20 newtons. Donc j'ai ici 20. RAX, RAY, F2X, c'est chaque fois fois 0. Donc je ne vais pas les noter. Et là, vous voyez tout l'intérêt d'avoir choisi le point A. En effet, ici, a priori, j'ai 4 inconnus. RAX, RAY, RY et ABX. Alors attention, RY, j'ai été un peu vite en notant ça, c'est RBY. Et donc avoir 4 inconnus dans une équation, ça rend l'équation un peu compliquée à gérer. Il va falloir faire plein de substitutions dedans. Du coup, comme on sait que mon bras de levier, il va toujours être nul quand la force est directement sur le point d'application.
Mais ici, si je mettais mon point d'application, mon point de rotation, pardon, au point A, ça me permettait d'enlever deux inconnus d'un coup, RAX et RAY. C'était donc très intelligent de faire ça. Et donc ça vaut toujours la peine de regarder un peu. Je vais mettre mon point de rotation à l'endroit où je connais le moins de choses. Et vous allez me dire du coup, mais oui, mais en B, je connaissais aussi pas de choses. Je connaissais ni RBX ni RBY. Oui, mais en B, on connaît un peu plus. En B, on a dessiné RB pour qu'il soit bien perpendiculaire. Et on verra dans le slide suivant que faire cet ajout, bien demander que c'est perpendiculaire au plan incliné, ça va nous permettre de trouver un lien entre RBX et RBY. J'y reviens au cours prochain, mais donc A était ce qui nous permettait, au slide prochain, mais A était bien le point qui nous permet d'enlever deux inconnus de cette équation le plus aisément possible. Donc continuons. Ici j'ai moins 2 fois f de y, donc fois 30. Le terme ici vaut 0. Maintenant j'ai moins 4 f3y, c'était 20. Plus les inconnus qui me restent, donc plus 9 rby plus rbx. Et on termine moins 11 fois f4, donc fois 40, égale 0. Alors là, soit vous le calculez de tête, soit vous prenez votre calculette. Et donc, ici, vous avez moins 560. Plus 9 RBY plus RBX égale 0. Ça, c'est mon équation numéro 3. Maintenant, rappelez-vous, j'ai 4 inconnus. RAX, RAY, RBX, RBY. Et je n'ai que 3 équations. Les deux précédentes, on va les trouver avec la somme des forces selon X, la somme des forces selon Y. Du coup, il me manque encore une équation. Et j'en ai déjà un peu parlé très brièvement quand je dis pourquoi on avait choisi le point A et le point B. Plus de détails au slide suivant. Parlons un peu de cette réaction à l'appui B. Rappelez-vous, cette réaction à l'appui B, on ne l'a pas dessinée au hasard. C'est un appui mobile. On a donc une réaction qui va être perpendiculaire à la tangente, qu'on appelle normale. Donc une réaction normale par rapport à la surface de contact. Rappelez-vous un vecteur, je pouvais donner ses composantes x et y. J'ai donc deux infos. Mais je peux aussi définir un vecteur grâce à deux autres infos. Sa norme, voilà par exemple sa norme, et un certain angle. Par exemple, voilà, ici j'ai un vecteur avec un angle θ et une forme. Et donc je peux aussi donner juste deux informations, sa norme, son angle. Et je sais passer de l'un à l'autre. On avait vu qu'avec la trigonométrie, si je prenais le cosinus ou le sinus en fonction des cas, je tombais sur mes composantes. Ah bah ici, l'air de rien, si on vous donne la direction, vous voyez ici on sait que la direction elle est comme ça. Ça peut pas être ainsi, ça peut pas être ainsi, ça doit absolument être comme ça. Bah, si on me donne la direction, en quelque sorte, je connais l'angle. Et donc je n'aurai plus qu'une seule inconnue. Comme j'ai plus qu'une seule inconnue, ça veut dire que je peux trouver facilement par exemple un lien entre RBX et RBY. Bah, c'est ce qu'on va chercher ici, on va voir si on ne peut pas trouver un lien entre RBX et RBY. Parce que si on regardait mon équation précédente, rappelez-vous, c'était quelque chose du style moins 560 plus 9 RBY plus RBX égale 0. Si j'arrive à changer ce RBX en RBY, par exemple 0,5 RBY, alors je saurais résoudre cette équation. Donc je veux trouver ça, je veux trouver quelque chose du style RBX égale 0,5 RBY. C'est ça que j'aimerais bien trouver. Eh bien, regardons un peu ce qu'on connaît. Alors, l'angle alpha, en fait, dans l'énoncé, on vous le donne. On vous le donne de manière un peu bizarre. On vous dit l'angle alpha, c'est égal à l'arc tangente, donc à la tangente moins 1, de 0,5. Alors, ça, c'est pour vous rappeler que
tangente d'un angle, ça donne une distance, un nombre. Ici, si j'ai un nombre, 0,5, et je prends l'arc tangente, ça va me donner l'angle qui donnerait cette distance. En l'occurrence, ici, c'est quelque chose comme 26,56 degrés. Si vous comprenez avec l'arc tangente, vous pouvez le garder sous cette forme-là. On verra pourquoi plus tard. Maintenant, si ça vous perturbe vraiment, vous avez droit à la calculette. N'hésitez pas à me transformer ça en angle. Mais donc cet angle, il est connu. Et cet angle, vous voyez, il est ici, en bas à gauche. Alors, si vous avez déjà regardé la vidéo sur les plans inclinés, ceci va vous sembler plus simple. Sinon, je vous invite à regarder celle sur les plans inclinés qui va décrire ça un peu plus en détail. Mais là, je vais le faire quand même une fois. On va essayer de trouver si cet angle alpha ne se retrouve pas quelque part. Par exemple, ici ou ici. On va un peu chercher. Pour ça, il faut se rendre compte que si j'ai un côté, disons par exemple un angle comme ceci, et que je fais des rotations, par exemple je décide de faire une rotation de plus ou moins 90 degrés, vous voyez, si je décide que ce côté-ci fait 90 degrés par là, et ce côté-ci fait 90 degrés ici, je vais mettre ça dans des autres couleurs, donc hein, j'ai ici mon premier côté, allez je vais redessiner ça, pardon. Si j'ai un premier angle ici en bleu, voilà, et je fais tourner chacun de ces angles de 90 degrés, je vais les mettre en vert. Donc vous voyez ici, j'ai tourné de 90 degrés mon premier côté, et je tourne de 90 degrés mon deuxième côté. Donc ça veut dire qu'ici j'ai tourné celui-là de 90 degrés, vous voyez ça, j'ai un angle droit, et l'autre, je l'ai tourné aussi de 90 degrés. J'ai aussi un angle droit ici. Et bien, si mes deux côtés tournent ensemble, l'angle ici alpha, bah il tourne aussi. J'ai le même angle alpha ici. Donc dès que je fais une rotation des deux côtés en même temps, je retombe sur le même angle. Bah, c'est exactement ce qui se passe ici. Et c'est pour ça que c'est très important cette idée de distance perpendiculaire. Non, pas du tout. C'est très important cette idée que ici, c'est une force qui est perpendiculaire à la surface de contact, à la tangente, je vais écrire. Parce que du fait qu'elle soit perpendiculaire, je sais bien ici que si je prends mon côté de l'angle là, je peux le tourner de 90 degrés ici. Et du coup, mon autre angle, qu'est-ce qui se passe ici pour ce côté-ci de l'angle? Vous voyez, ce côté-là. Qu'est-ce qui se passe si je tourne de 90 degrés? Bah, il vient là si je tourne de 90 degrés. Et donc, ça devient cette droite-ci. Et donc, ça veut dire que l'angle formé par ces deux droites, ici, là, cet angle-là, que je vais appeler alpha, bah, c'est le même que cet angle-ci, alpha. On a donc bien le même angle. Donc le dessin devient progressivement brouillon, donc je vais le redessiner à côté. J'ai donc ici mon vecteur RB qui allait environ comme ceci. Et j'ai donc ici la composante selon Y. Et j'ai trouvé que c'était l'angle alpha, le même angle que dans le plan incliné que j'avais ici. Ça, si vous avez du mal, je vous invite vraiment à regarder en plus les vidéos sur les plans inclinés. Alors RBX, on le dessine habituellement ici pour le produit vectoriel, mais soit en termes de triangle rectangle, RBX il vient ici aussi. Alors je vais quand même le mettre en pointillé pour bien faire comprendre qu'il ne faut pas le décomposer là, mais qu'en termes de longueur, j'ai bien RBX ici. J'ai donc un triangle rectangle. Qui dit triangle rectangle, dit je peux faire SOHCAHTOA. Et ici je vous ai dit, ça m'intéresse de trouver un lien entre RBX et RBY. Comme ça je peux le remplacer dans mon équation, moins 560, plus 9 RBY, plus RBX égale 0. J'aimerais bien faire disparaître un RBX par exemple. Qu'est-ce que je vais faire? Je cherche donc quels sont les liens entre RBX. Alors par rapport à mon angle alpha, ça c'est le côté opposé, et RBY, et ça c'est mon côté adjacent. Qu'est-ce qui emploie l'opposé et l'adjacent dans SOHCAHTOA? C'est TOA. J'ai donc que la tangente d'alpha est égale à l'opposé, RBX, sur l'adjacent,
RBY. Je peux donc réécrire, je vais continuer ici en dessous, que RBX est égal à RBY fois tangente de alpha. Et donc à RBY fois la tangente, alors soit vous mettez 26,56 degrés si ça vous perturbe, soit j'écris la tangente de l'arc tangente d'alpha. Et ça, la tangente moins 1, c'est ce qu'on appelle la fonction inverse. C'est celle qui va annuler l'effet d'une tangente. Typiquement, la fonction inverse du carré, c'est la racine carrée. Si je vous dis 2 au exposant 2 sur la racine carrée, ça fait 2. 5 au carré sur la racine carrée, ça fait 5. Et pareil, 5 au cube sur la racine troisième, ça fait 5. 5 exposant 4 sur la racine quatrième, tout ça, c'est des fonctions inverses. Alors vous verrez en mathématiques qu'il y a des conditions à rajouter, ça je vous laisserai le soin à ce moment-là. Mais donc ici, tangente de arc tangente, ça s'annule. Et donc il ne reste plus que mon... Ah oui, pas de alpha hein, ici. Alpha, c'est tangente moins 1 de 0,5. Donc c'est bien 0,5 ici. Si vous voyez ici, là, c'était bien tangente moins 1 de 0,5. Sinon ça n'a pas de sens. Ici j'ai 0,5. Donc mes tangentes s'annulent et il me reste juste RBY fois 0,5. Ceci, c'est ce que je vais appeler mon équation 4. Que RBX, c'est égal à RBY fois 0,5. Jusqu'à présent, nous avons réussi à trouver 4 équations. Ce qui est parfait parce que nous avons 4 inconnus, on peut donc s'arrêter là et faire des maths. C'est important de vous rendre compte que placer les forces, trouver les équations de la statique, somme des forces égale 0, selon x, selon y, somme des moments de force selon le sens positif par rapport à un point, être capable de décomposer des forces selon x, selon y, mais aussi être capable avec SOHCAHTOA de trouver les liens entre x et y avec des angles donnés. Tout ça, c'est une partie qui nous intéresse énormément, qui est la physique. Ce qui va suivre ici, c'est vraiment des maths pures. C'est la résolution d'un système de 4 équations à 4 inconnus. Cette partie-là, si elle vous pose des problèmes, il n'y a pas le choix, il va falloir travailler ça. N'hésitez pas à relire les chapitres 1 et 2 de maths, à revoir aussi ce que vous faites en matrice. Et si jamais, à demander de l'aide, à suivre des cours particuliers, parce que cette partie-là, elle est censée quand même supposer connue. Donc je vais le faire ici, mais je vais le faire relativement rapidement. C'est parti. Alors, on va essayer de travailler par substitution. Par exemple, j'ai mon équation 3, ici, qui a RBX et RBY. Et mon équation 4 a aussi RBX et RBY. Donc je peux les mettre ensemble. C'est pour ça que c'était pratique d'avoir ici isolé RBX. Comme ça, je peux remplacer tout de suite. Donc je vais mettre l'équation 4 dans 3. Donc je dis j'injecte l'équation 4 dans l'équation 3. Ça veut dire que j'ai moins 560 plus 9 RBY. Et puis mon RBX, je le remplace par plus 0,5 RBY. Ça, c'est égal à RBX par l'équation 4. Et ça, c'est égal à 0. Il me reste juste donc à calculer. Donc, je vais avoir 9 plus 0,5, ça fait 9,5 RBY égale 560. Donc, RBY est égal à 560 sur 9,5. Et je peux calculer ça à la calculette. Ça fait 500 divisé par 9,5. Ça fait 58,95. Et là, ne surtout pas oublier qu'on parle de Newton. Là, j'ai trouvé la norme de la composante RBY. Alors, j'insiste sur le fait que c'est la norme de la composante. Pour savoir si, après, quand je tracerai mon vecteur RB, et je mettrai ici vraiment les composantes, il faudra encore choisir si je mets des plus ou des moins. Et ça, comment? Grâce au schéma. On y reviendra quand on prendra les résultats finaux. Ok, donc j'ai trouvé RBY. Bah du coup j'ai RBX. Easy. RBX,
j'ai que RBX est égal à 0,5 fois 58,95. Ça, c'est mon RBY que je viens de trouver. Et donc, ça va être égal à quoi? 58,95 divisé par 2, ça fait 29,48 newtons. Alors là, j'ai toutes les composantes d'RBX et RBY. Donc on va d'abord écrire le vecteur. Je vais l'écrire comme ceci. Le vecteur RB, selon RBX, sa composante vaut 29,48 newtons. Selon Y, sa composante va aller 58,95 newtons. Maintenant attention, je vais regarder le schéma et me dire RBY, ok, il monte vers le haut comme ça. Du coup, c'est bien positif. Et RBX, il va vers la gauche comme ça. Donc attention, c'est bien négatif comme j'avais dessiné. Donc bien faire la différence entre ces réponses-ci, qui sont les normes des composantes, et ici où je donne un vecteur, donc il doit y avoir de nouveau cette notion de sens et de direction. La deuxième question qu'on vous demandait, c'est du coup, quelle est la norme de la réaction? J'ai un vecteur RB ici. Est-ce qu'il est comme ça ou est-ce qu'il est plus grand, beaucoup plus grand? Quelle est sa taille? Et bien là, ça va simplement être moins 29,48 au carré, composante selon x au carré, plus 58,95 au carré, sa composante selon y au carré, sous la racine. Si je tape ça à la calculette, je vais tomber sur 65,91 newtons. Ça, c'est la norme de la réaction. Là. Si on se rappelle que j'ai P égale mg, où G, on va dire que c'est environ 10, P, c'est une force. Donc, imaginons une force de 65 newtons, disons 66 ici. Bah, ici, j'ai 66 égale m fois 10. Ça veut dire que ça correspond à une masse de 6,6 kg. Ça, souvent, quand vous parlez avec des gens de force, ça ne leur dit pas grand-chose. Bon, ça dépend du milieu dans lequel vous êtes, mais si vous parlez par exemple avec vos parents de tiens, là, sur ma poutre, j'ai une force de 66 newtons. Sur l'appui, ça ne leur dit pas grand-chose. Par contre, ça parle beaucoup plus aux gens si vous dites, ben, là, en termes de charge sur mon point B, j'ai 66 newtons. Ça veut dire que c'est comme si j'avais un poids de 6 kg qui poussait directement dessus. Voilà pour un peu l'interprétation. Continuons maintenant avec mes autres inconnus, RAX et RAY. À ce stade-ci, donc, nous avons trouvé nos 4 équations et nous avons RBX et RBY. On peut continuer. Par exemple, si je prends équation 1, j'ai RAX qui est égal à RBX, et donc tout de suite on trouve que c'est égal à 29,48 newtons. Reste à remplacer dans l'équation 2. Dans mon équation 2, j'avais moins 110, plus RBY, donc ça veut dire plus 58,95. Donc là, je lis chaque fois en fait mes équations ici. Plus RAY égale 0. Ça veut dire que j'ai donc, si je fais moins 110 plus 58,95, ça me fait moins 51,05 plus RAY égale 0. Et donc je trouve que RAY est égal à 51,05 newton. Donc si je donne ma réponse, comme tantôt, j'ai donc un vecteur RA qui vient comme ceci, qui peut être décomposé en RAY et en RAX. Ce vecteur, il est égal à quoi? À, selon x, 29,48 newton, selon y, à 51,05 newton. Ça, ce sont les normes des composantes. Regardons à présent dans quel sens elles vont. RAY, il allait vers le haut, c'est plus.
et RAX elle est bien vers la droite, c'est bien plus. Imaginons pendant un instant que vous aviez décidé de faire RAY comme ceci sur le schéma et RAX par là. Qu'est-ce que ça aurait changé? On verra ça dans l'exercice 2, mais qu'est-ce que ça aurait changé? Ça aurait fait que votre réponse, vous seriez tombé ici sur moins RAX égale ceci, et donc vous auriez eu ici un moins. Si je le passe de l'autre côté, j'aurais eu RAX égale moins RBX égale moins 29. Et donc, avoir ce moins, alors que ceci c'est censé être une norme, une composante, une norme c'est toujours positif, hein, c'est une longueur, on n'a pas de longueur de moins 2 mètres, doit vous indiquer que, attention, si là j'ai une longueur positive, c'est qu'en fait, c'est pas ma longueur qui est quelque chose de mystique, qui est négatif, c'est le fait que j'ai mal mis mes flèches. Et donc en fait ma flèche ici n'est pas correcte, j'aurais dû la mettre vers la droite. Ici c'est pas nécessaire, on avait tout de suite bien mis, on n'avait pas de moins. Mais c'est pour vous dire, voilà, si jamais vous hésitez vraiment dans quel sens mettre la flèche, ce n'est pas grave. Si vous tombez sur un moins, c'est qu'il fallait l'inverser, tout simplement. Ça c'est mon vecteur RA. Maintenant je peux calculer la norme, qui va être donc le carré selon x, plus le carré selon y, sous la racine. Si je tape ça à la calculette, ça fait 29,48 au carré, plus 51,05 au carré, le tout sous la racine, et je tombe sur une norme de 58,95 newton. On avait trouvé donc tout pour RB au précédent, tout pour RA, les vecteurs, donc avec les composantes et les normes. L'exercice est donc fini. On voit ici qu'en termes d'efforts, de contraintes sur les appuis, en norme, il y a une plus grande contrainte sur l'appui B que sur l'appui A. Un peu à méditer, je vous laisse réfléchir là-dessus, sachant que ceci aurait été très difficile, honnêtement moi-même, je n'aurais pas réussi à trouver cette réponse-là juste en regardant le problème en 10 secondes. Il faut le temps de faire un peu des calculs. Voilà, n'hésitez pas à méditer là-dessus, à refaire cet exercice en boucle et en boucle et en boucle, à être très propre, à faire les choses vraiment étape par étape. Je mets les forces, je les décompose avec un système d'axes. Ensuite, je fais la somme des forces égale 0 selon x, selon y. La somme des moments de force égale 0 selon un sens de rotation par rapport à un point. Et puis, je regarde si je connais pas d'autres choses. Ce qu'on a fait pour RBX égale 0,5 RBY, ça va être très courant. Dès que vous voyez que vous connaissez un angle, hop, on est parti pour de SOHCAHTOA. Que ce soit avec des cordes, avec des poulies, avec des plans inclinés, toujours. Et après, on résout un système d'équations à 4 inconnus. Donc ça a l'air très long parce que ça prend du temps à faire. Mais au final, c'est toujours la même chose. C'est des automatismes à prendre. Et si vous prenez bien ces automatismes-là, après pour la dynamique qui est assez semblable, ça devrait très bien se passer. Voilà, bon boulot, je vous invite à continuer à faire les autres exercices sur Moodle.